La Belle et la Bête. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Et, en homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants. Il leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer. On ne l'appelait, quand elle était petite, que la belle enfant, en sorte que le nom lui en resta, ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les 2 aînées avaient beaucoup d'orgueil. Parce qu'elles étaient riches, elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands. Il leur fallait des gens de qualité pour compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage. Mais les 2 aînées répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvassent un duc, ou tout du moins un comte. La Belle, car je vous ai dit que c'était le nom de la plus jeune, la Belle, dis-je, remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser, mais elle ne leur répondit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait demeurer avec son père pendant quelques années. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne bien loin de la ville. Et il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller dans cette maison et qu'en travaillant comme des paysans, ils pourraient vivre. Ses 2 filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville et qu'elles avaient plusieurs admirateurs qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'eussent plus de fortune. Les bonnes demoiselles se trompaient. Leurs admirateurs ne voulurent plus les regarder quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait à cause de leur fierté, on disait « Elles ne méritent pas qu'on les plaigne. Nous sommes bien aises de voir leur orgueil abaissé. Qu'elles aillent faire les dames en gardant les moutons. » Mais en même temps, tout le monde disait « Pour la Belle, nous sommes bien fâchés de son malheur. C'est une si bonne fille. Elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté. Elle était si douce, si honnête. Il y eut même plusieurs gentilshommes qui voulurent l'épouser, quoiqu'elle n'eût pas un sou. Mais elle leur dit qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner son pauvre père
dans son malheur et qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et l'aider à travailler. La pauvre Belle avait été bien affligée d'abord de perdre sa fortune, mais elle s'était dit à elle-même: quand je pleurerai beaucoup, mes larmes ne me rendraient pas mon bien. Il faut tâcher d'être heureuse sans fortune. Dès qu'ils furent arrivés à la maison de campagne, le marchand et les 3 fils s'occupèrent à labourer la terre. La Belle se lavait à 4 heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison et d'apprêter à dîner pour la famille. Elle eut d'abord beaucoup de peine, car elle n'était pas accoutumée à travailler comme une servante. Mais au bout de 2 mois, elle devint plus forte, et la fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait fini son ouvrage, elle lisait, elle jouait du piano, ou bien elle chantait en filant. Ses 2 sœurs, au contraire, s'ennuyaient à la mort. Elles se levaient à 10 heures du matin, se promenaient toute la journée et s'amusaient à regretter leurs beaux habits et les compagnies. Vous voyez notre cadette, se disait-elle. Elle a l'âme si basse et si stupide qu'elle est contente de sa malheureuse situation. Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que la Belle était plus propre que ses sœurs à briller dans les salons. Il admirait la vertu de cette jeune fille et surtout sa patience, car ses sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l'ouvrage de la maison, l'insultaient à tout moment. Il y avait 1 an que cette famille vivait dans la solitude, lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui annonçait qu'un vaisseau sur lequel il avait des marchandises venait d'arriver heureusement. Cette nouvelle faillit tourner la tête aux 2 aînés, qui pensaient qu'à la fin, elles pourraient quitter cette campagne où elles s'ennuyaient tant. Et quand elles virent leur père prêt à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des fourrures, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. La Belle ne lui demandait rien, car elle pensait en elle-même que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas pour acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose, lui dit son père. « Puisque vous avez la bonté de penser à moi, répondit-elle, je vous prie de m'apporter une rose, car il n'en vient point ici. » Ce n'est pas que la Belle se souciât d'une rose, mais elle ne voulait pas condamner par son exemple la conduite de ses sœurs, qui auraient dit que c'était pour se distinguer qu'elle ne demandait rien. Le bonhomme partit. Quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises. Et, après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il l'était auparavant. Il n'avait plus que 10 lieues à faire pour arriver à sa maison, et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants. Mais comme il fallait traverser un grand bois avant d'arriver chez lui, il se perdit. Il neigeait horriblement. Le vent était si grand qu'il le jeta 2 fois à bas de son cheval. La nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid, ou qu'il serait mangé des loups qu'il entendait hurler autour de lui. Tout d'un coup, en regardant au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une grande lumière, mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là
et vit que cette lumière sortait d'un grand palais qui était tout illuminé. Le marchand remercia Dieu du secours qu'il lui envoyait et se hâta d'arriver à ce château. Mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Son cheval, qui le suivait, voyant une écurie ouverte, y entra et, ayant trouvé du foin et de l'avoine, le pauvre animal, qui mourait de faim, se jeta dessus avec beaucoup d'avidité. Le marchand l'attacha dans l'écurie et marcha vers la maison, où il ne trouva personne. Mais, étant entré dans une grande salle, il y vit un bon feu et une table chargée de viande, où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'aux os, il s'approcha du feu pour se sécher et dit en lui-même: « Le maître de la maison ou ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise, et sans doute ils viendront bientôt. » Il attendit pendant un temps inconsidérable. Mais 11 heures ayant sonné sans qu'il vînt personne, il ne put résister à la faim. Il prit un poulet qu'il mangea en 2 bouchées. Et, tremblant, il but aussi quelques coups de vin. Et, devenu plus hardi, il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit. Comme il était minuit passé et qu'il était là, il prit le parti de fermer la porte et de se coucher. Il était 10 heures du matin quand il s'éveilla le lendemain, et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien, qui était tout sali. « Assurément, dit-il en lui-même, ce palais appartient à quelque bonne fée qui eut pitié de ma situation. » Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige, mais des berceaux de fleurs qui enchantaient la vue. Il rentra dans la grande salle où il avait soupé la veille et vit une petite table sur laquelle il y avait du chocolat. « Je vous remercie, Madame la Fée, dit-il tout haut, d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. » Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval. Comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la belle lui en avait demandé une, et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. En même temps, il entendit un grand bruit, et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrat, » lui dit la bête d'une voix terrible. « Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château, et pour ma peine, vous me volez mes roses, que j'aime mieux que toute chose au monde. Il faut mourir pour réparer cette faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. » Le marchand se jeta à genoux et dit à la bête, en joignant les mains: « Monseigneur, pardonnez-moi. Je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. »« Je ne m'appelle point Monseigneur, » répondit le monstre, « mais la bête. Je n'aime point les compliments. Moi, je veux qu'on dise ce qu'on pense. Ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries. Mais vous m'avez dit
que vous aviez des filles. Je vous pardonnerai, à condition qu'une de vos filles viendra volontairement ici, mourir à votre place. Ne raisonnez pas, partez. Et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans 3 mois. Le bonhomme n'avait pas le dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre. Mais il lui dit en lui-même, du moins, j'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. Il jura donc de revenir, et la bête lui dit qu'il pourrait partir quand il voudrait. Mais, ajouta-t-elle, je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides. Retourne dans la chambre où tu as couché. Tu y trouveras un grand coffre. Tu peux y mettre tout ce qu'il te plaira. Je le ferai porter chez toi. En même temps, la bête se retira, et le bonhomme dit en lui-même, « S'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants. » Il retourna dans la chambre où il avait couché, et, y ayant trouvé une grande quantité de pièces d'or, il remplit le grand coffre dont la bête lui avait parlé, le ferma, et, ayant repris son cheval qu'il retrouva dans l'écurie, il sortit de ce palais avec une tristesse égale à la joie qu'il avait lorsqu'il y était entré. Son cheval prit de lui-même une des routes de la forêt, et, en peu d'heures, le bonhomme arriva dans sa petite maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui, mais, au lieu d'être sensible à leurs caresses, le marchand se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la branche de rose qu'il apportait à Belle. Il lui donna et lui dit, « La Belle, prenez ces roses. Elles coûteront bien cher à votre malheureux père. » Et tout de suite, il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, les 2 aînés jetèrent de grands cris et dirent des injures à la Belle, qui ne pleurait point. Voyez ce que produit l'orgueil de ces petites créatures, disait-elle, que ne demandait-elle des ajustements comme nous. Mais non, mademoiselle voulait se distinguer et va causer la mort de notre père. Et elle ne pleure pas. Cela serait fort inutile, reprit la Belle. Pourquoi pleurerais-je la mort de mon père? Il ne périra point, puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles. Je veux me livrer à toute sa furie. Et je me trouve trop heureuse, puisqu'en mourant, j'aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse. Non, ma sœur, lui dirent ses 3 frères, vous ne mourrez pas. Nous irons trouver ce monstre, et nous périrons sous ses coups, si nous ne pouvons le tuer. Ne l'espérez pas, mes enfants, leur dit le marchand. La puissance de cette bête est si grande qu'il ne me reste aucune espérance de la faire périr. Je suis charmé du bon cœur de Belle, mais je ne veux pas l'exposer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre. Ainsi, je ne perdrai que quelques années de ma vie, que je ne regrette qu'à cause de vous, mes chers enfants. Je vous assure, mon père, lui dit la Belle, que vous n'irez pas à ce palais sans moi. Vous ne pouvez m'empêcher de vous suivre. Quoique je sois jeune, je ne suis pas fort attaché à la vie, et j'aime mieux être dévoré par ce monstre que de mourir du chagrin que me donnerait votre perte. On eut beau dire, la Belle voulut absolument partir pour le beau palais,
et ses sœurs en étaient charmées, parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup de jalousie. Le marchand était si occupé de la douleur de perdre sa fille qu'il ne pensait plus au coffre qu'il avait rempli d'or. Mais aussitôt qu'il se fut enfermé dans sa chambre pour se coucher, il fut bien étonné de le trouver dans la ruelle de son lit. Il résolut de ne point dire à ses enfants qu'il était devenu si riche, parce que ses filles auraient voulu retourner à la ville et qu'il était décidé à mourir dans cette campagne. Mais il confia ce secret à la belle, qui lui apprit qu'il était venu quelque gentilhomme pendant son absence, qu'il y en avait 2 qui aimaient ses sœurs. Elle pria son père de les marier, car elle était si bonne qu'elle les aimait et leur pardonnait de tout son cœur le mal qu'elle lui avait fait. Ces 2 méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la belle partit avec son père. Mais ses frères pleuraient tout de bon, aussi bien que le marchand. Il n'y avait que la belle qui ne pleurait point, parce qu'elle ne voulait pas augmenter leur douleur. Le cheval prit la route du palais, et sur le soir, ils l'aperçurent illuminé comme la première fois. Le cheval alla tout seul à l'écurie, et le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle, où ils trouvèrent une table magnifiquement servie, avec 2 couverts. Le marchand n'avait pas le cœur de manger, mais la belle, s'efforçant de paraître tranquille, se mit à table et le servit. Puis elle disait en elle-même : « La bête veut m'engraisser avant de me manger, puisqu'elle me fait faire si bonne chère. » Quand ils eurent soupé, ils entendirent un grand bruit, et le marchand dit adieu à sa pauvre fille en pleurant, car il pensait que c'était la bête. La belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette horrible figure, mais elle se rassura de son mieux, et le monstre lui ayant demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue, elle lui dit en tremblant que oui. « Vous êtes bien bonne, » lui dit la bête, « et je vous suis bien obligé. Bonhomme, partez demain matin, et ne vous avisez jamais de revenir ici. » « Adieu la belle, adieu la bête, » répondit-elle. Et tout de suite, le monstre se retira. « Ah, ma fille, » dit le marchand en embrassant la belle, « je suis à demi mort de frayeur. Croyez-moi, laissez-moi ici. » « Non, mon père, » lui dit la belle avec fermeté. « Vous partirez demain matin et vous m'abandonnerez au secours du ciel. Peut-être aura-t-il pitié de moi. » Ils allèrent se coucher et croyaient ne pas dormir de toute la nuit. Mais à peine furent-ils dans leur lit que leurs yeux se fermèrent. Pendant son sommeil, la belle vit une dame qui lui dit : « Je suis contente de votre bon cœur, la belle. La bonne action que vous faites en donnant votre vie pour sauver celle de votre père ne demeurera point sans récompense. » La belle, s'éveillant, raconta ce songe à son père. Et quoiqu'il le consolât un peu, cela ne l'empêcha pas de jeter de grands cris quand il fallut se séparer de sa chère fille. Lorsqu'il fut parti,
La belle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer aussi. Mais comme elle avait beaucoup de courage, elle se recommanda à Dieu et résolut de ne point chagriner pour le peu de temps qu'elle avait à vivre, car elle croyait fermement que la bête la mangerait le soir. Elle prit le parti de se promener en attendant et de visiter ce beau château. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté. Mais elle fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle était écrit « Appartement de la belle ». Elle ouvrit cette porte avec précipitation et fut éblouie de la magnificence qui y régnait. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut une grande bibliothèque, un piano et plusieurs livres de musique. « On ne veut pas que je m'ennuie, dit-elle tout bas. Elle pensa ensuite, si je n'avais qu'un jour à demeurer ici, on ne m'aurait pas fait une telle provision. Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque et vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or « Souhaitez, commandez, vous êtes ici la reine et la maîtresse. » Hélas, dit-elle en soupirant, je ne souhaite rien que de voir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent. Elle avait dit cela en elle-même. Quelle fut sa surprise en jetant les yeux sur un grand miroir, d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. Ses filles venaient au-devant de lui, et malgré les grimaces qu'elles faisaient pour paraître affligées, la joie qu'elles avaient de la perte de leur sœur paraissait sur leur visage. Un moment après, tout disparut, et la belle ne put s'empêcher de penser que la bête était bien complaisante et qu'elle n'avait rien à craindre. À midi, elle trouva la table mise. Pendant son dîner, elle entendit un excellent concert, quoiqu'elle ne vit personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. La belle lui dit ce monstre, « Voulez-vous que je vous voie souper ?» « Vous êtes le maître ?» répondit la belle en tremblant. « Non, » reprit la bête, « ici, il n'y a de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller. Si je vous ennuie, je sortirai tout de suite. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid ?» ?»« Cela est vrai, » dit la belle, car je ne sais pas mentir. Mais je crois que vous êtes fort bon. Vous avez raison, dit le monstre. Mais, outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien que je ne suis qu'une bête. On n'est pas bête, reprit la belle, quand on croit n'avoir point d'esprit. Un sot n'a jamais su cela. Mangez donc, la belle, lui dit le monstre, et tâchez de ne point trop vous ennuyer dans votre maison, car tout ici est à vous, et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. Vous avez bien de la bonté, dit la belle. Je vous avoue que je suis contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laid. Oh, dame, oui, répond la bête. J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre.
Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la belle, et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui sous la figure d'homme cachent un cœur faux, corrompu, ingrat. Si j'avais de l'esprit, reprit la bête, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier. Mais je suis stupide. Tout ce que je puis vous dire, c'est que je vous suis bien obligé. La belle soupa de bon appétit. Elle n'avait presque plus peur du monstre, mais elle manqua mourir de frayeur lorsqu'il lui dit « La belle, voulez-vous être ma femme ?» Elle fut quelque temps sans répondre. Elle avait peur d'exciter la colère du monstre en le refusant. Elle lui dit pourtant en tremblant « Non, la bête. » Dans le moment, ce pauvre monstre voulut soupirer, et il fit un sifflement si épouvantable que tout le palais en retentit. Mais la belle fut bientôt rassurée, car la bête, lui ayant dit tristement « Adieu donc, la belle », sortit de la chambre en se retournant de temps en temps pour la regarder encore. La belle, se voyant seule, sentit une grande compassion pour cette pauvre bête. « Hélas, disait-elle, c'est bien dommage qu'elle soit si laide, elle est si bonne. » La belle passa 3 mois dans ce palais, avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la bête lui rendait visite, l'entretenait pendant le souper, avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu'on appelle esprit dans le monde. Chaque jour, la belle découvrait de nouvelles qualités de ce monstre. L'habitude de le voir l'avait accoutumé à sa laideur, et loin de craindre le moment de sa visite, elle regardait souvent à sa montre pour voir s'il était bientôt 9 heures, car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la belle, c'est que le monstre, avant de s'en aller, lui demandait toujours si elle voulait être sa femme, et paraissait pénétrée de douleur lorsqu'elle lui disait que non. Elle lui dit un jour « Vous me chagrinez, la bête. Je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais. Je serai toujours votre amie. Tâchez de vous contenter de cela. » « Il le faut bien, » reprit la bête. « Je me rends justice. Je sais que je suis bien horrible, mais je vous aime beaucoup. Cependant, je suis trop heureux de ce que vous voulez bien rester ici. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. » La belle rougit à ces paroles. Elle avait vu dans son miroir que son père était malade du chagrin de l'avoir perdu, et elle souhaitait le revoir. « Je pourrais bien vous promettre de ne jamais vous quitter tout à fait, mais j'ai tant envie de revoir mon père que je mourrais de tristesse si vous me refusez ce plaisir. J'aime mieux mourir moi-même, dit le monstre, que de vous donner du chagrin. Je vous enverrai chez votre père. Vous y resterez, et votre pauvre bête en mourra de douleur. » Non, lui dit la belle en pleurant. Je vous aime trop
pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans 8 jours. Vous m'avez fait voir que mes sœurs sont mariées et que mes frères sont partis pour l'armée. Mon père est tout seul. Souffrez que je reste chez lui 1 semaine. Vous y serez demain au matin, dit la bête. Mais souvenez-vous de votre promesse. Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant quand vous voudrez revenir. Adieu la belle. La bête soupira selon sa coutume en disant ces quelques mots. Et la belle se coucha toute triste de la voir affligée. Quand elle se réveilla le lendemain matin, elle se trouva dans la maison de son père et, ayant sonné une clochette qui était à côté de son lit, elle vit venir la servante qui fit un grand cri en la voyant. Le bonhomme accourut à ce cri et manqua mourir de joie en revoyant sa chère fille. Ils se tinrent embrassés plus d'1 quart d'heure. La belle, après les premiers transports, pensa qu'elle n'avait point d'habit pour se lever, mais la servante lui dit qu'elle venait de trouver dans la chambre voisine un grand coffre plein de robes brodées d'or et garnies de diamants. La belle remercia la bonne bête de ses attentions. Elle prit la moins riche de ses robes et dit à la servante de serrer les autres, dont elle voulait faire présent à ses sœurs. Mais à peine eut-elle prononcé ces paroles que le coffre disparut. Son père lui dit que la bête voulait qu'elle gardât tout cela pour elle. Et aussitôt, les robes et le coffre revinrent à la même place. La belle s'habilla. Pendant ce temps, on alla avertir ses sœurs qui accoururent avec leur mari. Elles étaient toutes 2 fort malheureuses. L'aînée avait épousé une jeune gentilhomme, beau comme l'amour, mais il était si amoureux de sa propre figure qu'il n'était occupé qu'à se regarder du matin au soir et méprisait la beauté de sa femme. La seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d'esprit, mais il ne s'en servait que pour faire enrager tout le monde, à commencer par sa femme. Les sœurs de la belle manquèrent mourir de douleur quand elles la virent habillée comme une princesse et plus belle que le jour. Elle eut beau les caresser, rien ne put étoffer leur jalousie qui augmenta beaucoup quand elle leur eut conté combien elle était si heureuse. Ces 2 jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer tout à l'oreille. Et elles se disaient, pourquoi cette petite créature est-elle plus heureuse que nous? Ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle? Ma sœur, dit l'aînée, il me vint une pensée. Tâchons de la retenir ici plus de 8 jours. Sa sotte bête se mettra en colère de ce qu'elle lui aura manqué de parole, et peut-être qu'elle la dévorera. Vous avez raison, ma sœur, répondit l'autre. Pour cela, il lui faut faire de grandes caresses. Ayant pris cette résolution, elles remontèrent et firent tant d'amitié à leur sœur que la belle en pleura de joie. Quand les 8 jours furent passés, les 2 sœurs s'arrachèrent les cheveux et firent tant les affliger de son départ qu'elle promit de rester encore 8 jours. Cependant, la belle
se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre bête, qu'elle aimait de tout son cœur, et elle s'ennuyait de ne la plus voir. La 10e nuit qu'elle passa chez son père, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais et qu'elle voyait la bête couchée sur l'herbe et prête à mourir, qui lui reprochait son ingratitude. La belle se réveilla en sursaut et versa des larmes. « Ne suis-je pas bien méchante, disait-elle, de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance? Est-ce sa faute si elle est si laide et si elle a peu d'esprit? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser? Je serais plus heureuse avec elle que mes sœurs avec leurs maris. Ce n'est ni la beauté ni l'esprit d'un mari qui rendent une femme contente. C'est la bonté du caractère, la vertu, la complaisance. Et la bête a toutes ces bonnes qualités. Je n'ai point d'amour pour elle, mais j'ai de l'estime, de l'amitié et de la reconnaissance. Allons, il ne faut pas la rendre malheureuse. Je me reprocherai toute ma vie mon ingratitude. À ces mots, la belle se lève, met sa bague sur la table et revint se coucher. À peine fut-elle dans son lit qu'elle s'endormit. Quand elle se réveilla le lendemain, elle vit avec joie qu'elle était dans le palais de la bête. Elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée en attendant 9 heures du soir. Mais l'horloge a eu beau sonner, la bête ne parut point. La belle alors craignit d'avoir causé sa mort. Elle parcourut tout le palais en jetant de grands cris. Elle était au désespoir. Après avoir cherché partout, elle se souvint de son rêve et courut au jardin vers le canal où elle l'avait vu en dormant. Elle trouva la pauvre bête étendue sans connaissance et elle crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps sans avoir horreur de sa figure et sentant que son cœur battait encore, elle prit de l'eau dans le canal et lui en jeta sur la tête. La bête ouvrit les yeux et dit à la belle: « Vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim. Mais je meurs contente, puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. Non, ma chère bête, vous ne mourrez point, lui dit la belle. Vous vivrez pour devenir mon mari. Dès ce moment, je vous donne ma main. Et je jure que je ne serai qu'à vous. Hélas, je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous. Mais la douleur que je ressens me fait voir que je ne pourrai vivre sans vous. » À peine la belle eut-elle prononcé ces paroles qu'elle vit le château brillant de lumière, les feux d'artifice, la musique. Tout lui annonçait une fête. Mais toutes ces belles choses n'arrêtèrent point sa vue. Elle se retourna vers sa chère bête, dont le danger la faisait frémir. Quelle fut sa surprise! La bête avait disparu, et elle ne vit plus à ses pieds qu'un prince plus beau que le jour, et qui le remerciait d'avoir fini son enchantement. Quoique le prince méritât toute son attention,
Elle ne put s'empêcher de lui demander où était la bête. Vous la voyez à vos pieds, lui dit le prince. Une méchante fée m'avait condamné à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une belle fille consentît à m'épouser. Et elle m'avait défendu de faire paraître mon esprit. Ainsi, il n'y avait que vous au monde assez bonne pour vous laisser toucher par la bonté de mon caractère. Et, en vous offrant ma couronne, je ne puis m'acquitter des obligations que je vous ai. La belle, agréablement surprise, donna la main à ce beau prince pour le relever. Ils allèrent ensemble au château, et la belle manqua mourir de joie en trouvant dans la grande salle son père et toute sa famille, que la belle dame, qui lui était apparue en songe, avait transporté là. La belle, lui dit cette dame, qui était une grande fée, venez recevoir la récompense de votre bon choix. Vous avez préféré la vertu à la beauté et à l'esprit. Vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne. Vous allez devenir une grande reine. J'espère que le trône ne détruira pas vos vertus. Pour vous, mesdemoiselles, dit la fée aux deux sœurs de la belle, je connais votre cœur et toute la malice qu'il renferme. Devenez deux statues, mais conservez toute votre raison sous la pierre qui vous enveloppera. Vous demeurerez à la porte du palais de votre sœur, et je ne vous impose point d'autre peine que d'être témoin de son bonheur. Vous ne pourrez revenir à votre premier état qu'au moment où vous reconnaîtrez vos fautes. Mais j'ai bien peur que vous ne restiez toujours statue. On se corrige de l'orgueil, de la colère, de la gourmandise, de la paresse. Mais c'est une espèce de miracle que la conversion d'un cœur méchant et envieux. Alors, la fée donna un coup de baguette qui transporta tous ceux qui étaient assemblés là, dans le royaume du prince. Ses sujets le virent avec joie, et il épousa la belle, qui vécut avec lui fort longtemps, et dans un bonheur parfait, parce qu'il était fondé sur la vertu